Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Beach. Bienvenue Tristan. Merci Laurence. Hello. Tristan a une chouette spécialité. Alors, je vais te présenter comme philosophe, mais je pense que tu vas pouvoir plus nous expliquer concrètement ce que tu fais. Et le sujet qui va nous intéresser, c'est le lien entre qu'est-ce que peut nous apporter la philosophie quand on est entrepreneur. Alors, je te laisse la parole. Dis-nous un peu qui tu es, ton parcours et ce que tu peux nous dire déjà sur cette approche que je propose aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup Laurence, et j'en profite pour te remercier pour l'invitation aussi. Alors philosophe, le terme serait peut-être un peu pédant. Nous déjà en philosophie, on aime bien donner l'origine des mots, d'où ça vient, parce que souvent on utilise des mots, mais on n'a pas forcément le même sens, on n'y met pas forcément le même sens chacune et chacun, et c'est normal. Philosophe, tout simplement, ça veut dire, en grec, ça veut dire qui aime ou qui aspire vers la sagesse, vers une forme de sagesse. Donc moi déjà, j'ai une vision très très large de la philosophie aujourd'hui. C'est pour moi une personne qui aspire vers un mieux, pour ainsi dire, alors que ce soit à travers la vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie professionnelle de manière générale, mais aussi dans la vie quotidienne. Pour moi, cette personne est philosophe. Alors moi, comment je l'ai, on va dire, concrétisé en termes professionnels, en termes entrepreneurial aussi? Eh ben, j'ai tout simplement commencé par des études même pas de philosophie, tu vois, de musique d'abord. Mais la musique m'y amène à la philosophie parce que j'ai voulu être musicien professionnel en orchestre, donc en musique classique. Et comme dans tous les arts et dans toutes les pratiques sportives, on fait face à partir d'un moment à beaucoup de sélections, une sélection très difficile. Moi, qui m'a amené à faire un burn-out. Donc tout est parti on va dire, d'une crise intérieure. C'est-à-dire, j'étais au point que je n'arrivais plus à monter mon instrument, à jouer de la musique, alors que c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais pour rebondir? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posons aujourd'hui quand on vit ce genre d'événement. Et je me suis dit, tiens, j'avais vécu 1 an de philosophie en terminale. Notre prof nous avait dit en arrivant, alors la philosophie, c'est pas quelque chose d'abstrait. La philosophie, ça sert à quoi? Ça sert à décadenasser nos cerveaux. Waouh! Ah ouais, ça veut dire qu'on a les cerveaux qui sont cadenassés. Ouf! Aussi dans notre vie professionnelle. On en reparlera juste après. Donc je me suis dit, j'en profite, tiens, pour faire un vrai pas de côté, tenter un vrai pas de côté. Et c'est comme ça donc que je suis parti dans des études classiques de philosophie. Donc des études qui m'ont passionné sur le plan, on va dire, de l'enrichissement justement du cerveau, de l'esprit, mais qui m'ont aussi beaucoup frustré parce que je trouvais que, eh ben, oui, ça c'est un préjugé qui est juste. Je combats beaucoup de préjugés dans la philosophie, notamment pratique, mais ça c'est un préjugé qui est juste. Quand on étudie la philosophie, malheureusement, c'est des études qui restent très théoriques et qui restent très abstraites. Donc j'ai été très vite sur ma faim, frustré. J'avais envie de relier le monde des idées avec des préoccupations qui sont les miennes, qui sont celles de ma génération, qui sont celles de ma société aujourd'hui aussi. Je ne vais pas nommer ces préoccupations écologiques et toutes leurs déclinaisons sanitaires, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on continue de vivre dans notre actualité ces dernières années. Donc, j'ai eu la chance à Lyon de faire un master professionnalisant qui relie justement le monde des idées avec nos enjeux très pratiques, qui est un master d'éthique en entreprise, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, qui va, juste pour le contexte, aborder tous les enjeux de l'écologie, tous les enjeux du bien-être au travail, tous les enjeux de manière générale sociétaux aussi, de l'ancrage territorial, de l'ancrage éthique d'une entreprise par le pas de côté philosophique. Et après ces études, je me suis lancé dans 3 ans d'auto-entrepreneuriat parce que à l'époque, personne ne recrutait pour faire de la philosophie en entreprise ou très peu. Donc j'ai créé ce que je ne trouvais pas sur le marché du recrutement, c'est-à-dire pouvoir partir des préoccupations très concrètes d'une équipe
d'un manager ou d'une équipe de managers de proximité, de managers stratégiques, de dirigeants aussi, et pouvoir les amener à partir de leurs problématiques très concrètes, à faire ce pas de côté. Je sais qu'il nous est cher à tous les deux, Laurence, Ouais. de la philosophie. J'en dirai un peu plus concrètement justement sur ce qu'on fait dans ce pas de côté, mais pour en tout cas apporter des éclairages et des réponses, des co-constructions de réponses très concrètes et un peu originales à partir justement des problématiques et des questions que peuvent se poser dans leur quotidien professionnel, ces différentes strates qu'on croise dans les organisations. Donc encore une fois, dirigeants, managers et équipes. Et pour terminer, du coup, sur mon parcours, j'ai rejoint il y a 2 ans maintenant, à la suite de mes 3 ans d'auto-entrepreneuriat, une agence qui fait de la philosophie pratique depuis une dizaine d'années maintenant et qui est basée à Lyon, qui s'appelle les Abeilles Noétiques, Noétique Bees en anglais, parce que c'est notre nom, Noétique Bees en 2 mots. Qui avait le savoir-faire qui me manquait encore quand je me lançais en auto-entrepreneuriat. Donc là, pour moi, ça a été vraiment et c'est toujours, puisque j'y suis encore actuellement, un vrai espace d'expérimentation, d'apprentissage, de missions que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire quand j'étais auto-entrepreneur. Donc c'est vraiment 2 expériences, et on y reviendra, je pense, l'expérience salariée et l'expérience entrepreneuriale, qui m'animent très très fort. Et peut-être pour juste donner un élément de compréhension supplémentaire, parce qu'on sera peut-être susceptible d'en reparler tous les deux, je reprends cette année des études de psychologie à l'université Lyon 2 qui vont me permettre d'enrichir, d'étoffer mes postures de philosophie, de venir les compléter. Je dis toujours, la philosophie, elle sert à questionner les éléments de langage. On va beaucoup se concentrer sur qu'est-ce qu'on dit et comment on peut soigner ce qu'on dit dans le dialogue, notamment professionnel, dans les enjeux managériaux notamment, hein. Et la philosophie, elle va plutôt la psychologie en l'occurrence, va plutôt se concentrer cette fois-ci sur le vécu, l'éprouvé, ce qu'on appellerait aujourd'hui dans les entreprises l'intelligence émotionnelle. Et pour moi, la philosophie et la psychologie constituent vraiment 2 facettes d'une même médaille, alors qu'on sépare beaucoup aujourd'hui, et je trouve ça un peu dommage, parce que ce début d'études de psychologie là que j'ai recommencé on est le 10 octobre aujourd'hui, donc il y a à peu près un mois maintenant, jette beaucoup de passerelles avec les différents accompagnements que je peux mener sur le terrain. Top, et c'est un chouette parcours. Merci de l'avoir partagé pour qu'on comprenne bien ton cheminement. Et tu as déjà commencé à éclairer un peu ce que peut apporter la philosophie pour alors, un entrepreneur aujourd'hui, puisque ce podcast s'adresse aux entrepreneurs, mais je sais que parmi mes auditeurs, j'ai beaucoup de coachs professionnels, des personnes qui interviennent comme toi, comme ton agence, auprès de dirigeants, de managers, et qui sont justement très curieux d'approches complémentaires. Et justement, alors, si on commence déjà par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un entrepreneur individuel qui est seul aux commandes pour l'instant, concrètement, je pense qu'on l'a déjà tous expérimenté quand on fait face à alors souvent c'est un problème, hein, ça commence par un problème, quelque chose qui bloque. On a plein d'outils sous la main, et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'ai conscience que moi-même, je peux avoir des réflexions assez perchées, moi je me le dis comme ça, pour éclairer un problème. Quand c'est de moi à moi, ça va. Et j'ai eu l'intuition que sans être formée en philosophie, ni diplômée, ni quoi que ce soit autre que mon bac littéraire, j'ai commencé à me dire, mais en fait, tout ce cheminement que je fais pour moi-même, avec moi-même, c'est vachement philosophique. Et bon, ok, j'ai pas étudié Kant, Descartes et tous leurs confrères, mais quand même, je sens qu'il y a une sagesse là-dedans. Et concrètement, est-ce que justement tu peux nous éclairer là-dessus? Je pense que je ne suis pas la seule. Et en quoi, selon toi, c'est pertinent de faire ce pas de côté grâce à la philosophie quand on est entrepreneur? Déjà, entreprendre, c'est quelque chose de courageux, parce que on le vit et on l'a vécu tous les deux. Souvent, on veut apporter quelque chose de nouveau qui n'existe pas forcément sur le marché, ou on veut en tout cas au moins avoir, si quelque chose existe déjà sur le marché du travail, un facteur différenciant. Donc, l'entrepreneuriat exige, en plus d'avoir des compétences, des savoir-faire, ce qu'on va appeler aujourd'hui des savoir-être.
notamment autour d'eux, et c'est là où être philosophe quand on est entrepreneur, c'est hyper utile. Et encore une fois, je le redis, on est toutes et tous philosophes à partir du moment où on essaye de faire mieux les choses d'une certaine manière. Il y en a qui diraient, ah mais je fais de l'amélioration continue, donc je suis philosophe. Et ben moi, je leur dis, oui, oui, vous êtes déjà dans une forme de philosophie. Et pour peu justement que vous osiez euh, vous prendre soin d'une certaine manière des questions que vous vous posez dans votre quotidien, parfois des questions existentielles aussi, parce que quand on est entrepreneur, on est touché dans toutes les dimensions, ou pour mieux le dire, notre vie professionnelle nous touche dans toutes les dimensions de notre être. Donc être philosophe quand on est entrepreneur, c'est déjà oser prendre soin et prendre le temps, je dis souvent prendre rendez-vous avec soi-même, dans son emploi du temps parfois très chargé, parfois pas chargé du tout d'entrepreneur, pour faire le point avec ces questions qui nous taraudent, qui tapissent un peu le fond de nos vécus existentiels. Est-ce que je suis fait pour ça? Tout ce qui va être parfois syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment pertinent? Est-ce que je suis légitime? Pourquoi les clients répondent pas ou les prospects ne répondent pas alors que je communique comme il faut sur LinkedIn, que j'ai suivi la super formation de Laurence sur la communication. Bref, la philosophie va prendre soin de tout ce qui est votre raison d'être. Souvent, ça va passer par le dialogue. Ça, on en reparlera beaucoup, parce que nous, c'est ce qu'on accompagne encore une fois le plus, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Parfois, on a des coachs aussi qu'on accompagne, ou des consultants à titre très individuel, mais que ce soit aussi à titre, de la vie salariale, de la vie institutionnelle, on va dire, plus classique ou collective. La question du dialogue, elle est nécessaire. Donc, que ce soit en dialogue de vous à vous-même, ou que ce soit en dialogue avec une personne extérieure, que ce soit un ami, que ce soit votre entourage, que ce soit une ou un professionnel qui va prendre soin de ça avec toutes les compétences qui y sont. On dit toujours qu'il y a 3 dimensions dans nos métiers, qu'ils soient entrepreneuriaux ou pas. Il y a la dimension technique. Donc, ce que je disais, la dimension technique, ça va être les savoir-faire, ça va être les compétences. Ça, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ayez confiance en vous, vous les avez. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes premières interventions dans les entreprises, pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi je suis arrivé avec ma formation hyper abstraite de philosophie, alors même un master en éthique des organisations, ça donne quelques bases, mais en un an, tu n'as pas le temps de te former vraiment à la sociologie des organisations, la sociologie du changement, tous les jeux psychologiques, les jeux politiques qu'il peut y avoir un peu officieux, on va dire, ou en tout cas implicites qu'il peut y avoir dans les entreprises. Donc tu arrives dans ce milieu-là, t'es un peu perdu. T'es un peu perdu. Donc la remise en question, je me la suis posée un peu doublement au début de mon parcours. Donc par-delà tout ça pour dire que par-delà les savoir-faire et les compétences, il y a la question relationnelle qui est hyper importante, qui est fondamentale. Donc nous, on en prend soin par la question du dialogue, c'est-à-dire vraiment les éléments de langage qu'on va avoir dans nos quotidiens. Quand on est entrepreneur, on connaît la question de la solitude entrepreneuriale. Je recommanderais, je pense, avec toi, Laurence, aujourd'hui dans notre podcast, de s'inscrire le plus rapidement possible, si ce n'est pas le cas, dans une CAE aujourd'hui. En tout cas, dans une CAE, pour bien s'entourer professionnellement avec des personnes qui vivent un peu les mêmes enjeux que nous. Et c'est aussi, quand on est entrepreneur, être philosophe, que de prendre soin aussi de comment je m'entoure aussi dans mon entourage personnel pour justement faire briller au maximum cette lumière qu'on a à l'intérieur, qu'on a envie de proposer au monde autour de soi, grâce aussi aux personnes qui nous entourent. On pense toutes et tous aux personnes, parfois des personnes qui nous sont proches, qui nous disent non mais t'es sûr que ouais tu veux pas jouer la carte sécurité plutôt, on connaît tous ce genre de discours, personnes qui vont nous faire douter aussi, mais pas forcément dans le bon sens du terme en l'occurrence. Donc la question relationnelle, elle est fondamentale aussi. Et troisième entrée, et c'est là où justement on amène le vrai pas de côté avec la question relationnelle. En tout cas dans le quotidien professionnel, on a bien souvent la tête dans le guidon, c'est-à-dire rivé sur le technique, sur les compétences. Et ça va être la question, nous, qu'on appelle la question culturelle. Et la question culturelle, c'est prendre soin de sa raison d'être. Ça, on le fait beaucoup quand on lance son activité d'entrepreneur ou d'entrepreneur. On va un peu faire tout ce travail d'idéation, de transformer un rêve en idée, de transformer une idée en projet, de transformer un projet en business model, en business plan. Mais c'est toujours hyper important, plus on évolue dans une activité, si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, ou ne fonctionne pas à la hauteur des attentes, de toujours se reconnecter à cette raison d'être. La raison d'être, ça passe par la fameuse question la plus puissante qu'on puisse se poser en philosophie, mais en même temps, c'est une question difficile à se poser, le fameux pourquoi, c'est-à-dire dans quel but. Autrement dit, prendre soin de la question du sens.
Et le Mm. sens, c'est à la fois la signification de ce que je fais et à la fois de la direction aussi. Quand on dit le sens de quelque chose, à droite ou à gauche, tout droit, demi-tour, etc., dans ma vie d'entrepreneur ou dans ma vie professionnelle, ça pose aussi la question de la direction. Et nous, justement, on propose, quand on fait de l'accompagnement philosophique, et on se le propose à nous-mêmes aussi, des outils qui permettent très concrètement et qui s'inspirent de pensées, de philosophes qui ont beaucoup réfléchi sur ces questions-là, des philosophes qui, la plupart du temps, je le dis soit dit en passant, hein, nous, souvent, les philosophes, on se dit, putain, qu'est-ce qu'ils sont abstraits, mais en même temps, les philosophes, souvent, c'est des résistants dans le sens où ils ont osé donner dans leur contexte des idées qui étaient complètement neuves, qui étaient complètement à contre-courant souvent de leur contexte écologique. Je fais un clin d'œil à toutes les personnes qui osent, dans leur entrepreneuriat, mais pas que, faire ses pas de côté et oser communiquer sur des valeurs écologiques parfois qui ne sont pas, adoptées encore aujourd'hui réellement, concrètement par tous leurs clients ou toutes les, toutes leurs Tout leur parties prenantes. écosystème, ouais. Mm. Exactement, exactement. Donc ça aussi, encore une fois, c'est être philosophe au quotidien. En tout cas, la question du sens, oui, c'est quelque chose qui est essentiel, et la philosophie apporte des clés très très concrètes vis-à-vis de ça. Mm. Et du coup, tu vois, je fais exprès hein, d'être dans la découverte. Est-ce que je me dis, peut-être que certains auditeurs vont se dire, mais en gros, c'est quoi? C'est-à-dire que dès que je vais me poser une question existentielle ou un pourquoi, il va falloir que j'aille relire. Alors, désolé, pour les noms de philosophes, ça date de mon lycée. Mais Ouais, est-ce ouais. que je vais devoir relire Montaigne? Est-ce que je vais devoir relire j'ai cité Descartes tout à l'heure parce qu'il est très. Voilà, en France, on l'entend souvent celui-là, mais et ça tu vois, c'est le premier truc qui vient, ça peut être ça, dire mais il faut que je révise, c'est eux qui ont toutes les réponses et j'ai juste à les lire. Comment je Ah, me dis bien que c'est pas seulement ça. c'est une très belle question. J'adore les belles questions. Là, tu en as posé une très très belle. En effet, non, non, c'est pas aller lire ou relire, réviser, on va dire les grands auteurs. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand moi je suis susceptible de faire des coachings, je ne fais pas que des liens de résonance avec les philosophes au sens très occidental du terme. Il m'arrive de parler aussi de philosophes orientaux. Il y en a qu'on connaît un peu moins peut-être. Je parle de Lao Tse, par exemple, celui qui a dit le voyage de milieu commence par un premier pas. Je dis ça aussi pour nos entrepreneurs qui ont beaucoup d'ambition. Et voilà, c'est Lao Tse, c'est le premier à dire il faut y aller humblement, un pas après l'autre, et je vous promets que ça va marcher. Ça passe aussi ça passe aussi par le Bouddha parfois. Ça passe aussi par aujourd'hui ce que les Occidentaux ne considéreraient pas comme en tout cas les Occidentaux académiques ne considéreraient pas comme de la philosophie pure et dure, mais qui ont une démarche philosophique parce que eux aussi font ce pas de côté, font cette prise de recul, se perchent un moment parfois dans la montagne, comme tu le partageais tout à l'heure en élément de langage, à Laurence, pour justement se poser les bonnes questions. Donc non, il n'y a pas besoin de lire. Il y a besoin de... Alors, s'il y a besoin de lire, c'est de lire en vous-même, donc ce qu'on appelle de faire introspection. Le premier pas de côté, moi je dis toujours, c'est un pas à l'intérieur de soi en fait. C'est un pas où on va se mettre en dialogue avec soi-même et on va prendre soin d'écouter cette petite voix. Certains l'appellent l'intuition, d'autres l'appellent l'étincelle divine, l'autre, voilà, chacun le nomme à sa propre manière. Bref, d'autres l'appellent le talent. C'est cette voix intérieure qui parle et qui finalement nous dit, et ça d'ailleurs c'est Kant qui en parle très bien aussi, il dit en fait la morale on n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur, la morale on l'a à l'intérieur de nous-mêmes. Socrate il le disait aussi, lui il l'appelait son démon, alors pas au sens négatif du terme, mais il dit à l'intérieur j'ai une petite voix qui me parle, d'ailleurs qu'il appelait aussi l'autre nom, mais qui est un beau nom qui s'appelle l'enthousiasme. Ouais. L'enthousiasme au sens premier, c'est ce petit Dieu qui m'habite, ce petit Dieu que j'ai à l'intérieur de moi, et qui est en fait cette petite voix qui va nous parler en vérité, par-delà le mental. Une fois qu'on arrive à faire taire le mental et à faire ce pas vers l'intérieur de soi, là on se connecte à la vraie lecture, qui est la lecture de soi. Après, les philosophes, oui, ils vont donner des clés. Alors certains vont donner des clés cachées, que nous, notre travail philosophe praticien, ça va être de traduire, de faire émerger pour le traduire en un outil qui est très très concret. Mm. Parfois, ils donnent des clés qui sont très concrètes. Donc par exemple, je prends l'exemple des stoïciens. Les stoïciens, ça je l'amène beaucoup par exemple dans des analyses de pratiques professionnelles avec les équipes, avec des managers, avec des codires aussi. C'est un outil que je ramène assez souvent pour donner vraiment une illustration concrète. Quand j'ai en face de moi des personnes qui se plaignent un peu de la conjoncture, qui se disent ouais mais les N+1, les supérieurs hiérarchiques ou la conjoncture, le contexte fait que la loi,
on peut pas faire le job bien, quoi. On peut pas le faire à la hauteur de ce qu'on pourrait offrir. Et les stoïciens, par exemple, donnent une clé, mais qui est toute simple, qui génère un peu de nuance dans la réflexion individuelle et collective, mais qui compte vraiment, qui peut donner le change, qui dit, et c'est Épictète notamment, pour voilà, les personnes qui auraient envie de chercher un peu, pour celles qui auraient le courage, comme toi, Laurence, d'aller chercher dans les bouquins, dans son manuel, justement, un manuel de sagesse pratique, hein, en l'occurrence, la première chose qu'il dit, il dit, il faut apprendre ou réapprendre à distinguer ce qui ne dépend pas de nous de ceux qui dépendent de nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, je vois beaucoup d'accompagnateurs au changement professionnel qui ramènent cet outil, alors sans forcément savoir que ça a une parenté, que ça vient originellement des stoïciens, mais en tout cas, c'est une méthode qui permet de se dire, OK, en fait, tout mon contexte, le contexte dans lequel j'évolue, même mon contexte entrepreneurial, en fait, ne dépend pas de moi. C'est quelque chose qui va produire des imprévus, de la spontanéité. À des moments donnés, je vais être obligé de composer avec. Par contre, j'ai une infime proportion de ce qui se déroule autour de moi, mais qui va dépendre de moi. Et c'est sur ça, et uniquement sur ça, que je peux agir. Et à cette condition-là, je vais pouvoir atteindre ce que tous les entrepreneurs et tous les dirigeants d'entreprise aspirent. C'est peut-être avant même un chiffre d'affaires satisfaisant qui leur permet de vivre. Mm. Et ce que les philosophes appelaient la paix de l'âme, Ouais. l'ataraxie, c'est un peu technique, mais bref, qui dit en fait, je mets l'énergie, j'investis mon énergie là où il faut, c'est-à-dire sur ce qui dépend de moi, c'est-à-dire sur mes marges de manœuvre à moi, sur ma manière de penser, de voir ce qui m'arrive autour de moi, pour éviter d'épuiser mon énergie ô combien précieuse et mon temps ô combien précieux sur la colère, sur la frustration, sur une remise en question d'auto-sabotage. Parfois, je reprends le Mm. syndrome de l'imposteur. Mm. Je reviens peut-être beaucoup dessus, ou en tout cas une deuxième fois dessus, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai pu vivre dans le début de mon parcours. Et je vous promets, ça marche. Une fois qu'on le dépasse, ça marche, ça marche. Et ça fait des personnes en face qui nous disent, génial, en fait, ces petits temps de pas de côté, ne serait-ce qu'avec cette distinction qu'on va travailler concrètement. Donc derrière, ça nécessite de se dire, bon, nous en équipe, vous dans votre équipe, c'est quoi qui dépend de vous? C'est quoi vos marges de manœuvre sur lesquelles vous pouvez agir? Vous avez un pouvoir de transformation. Et c'est quoi qui ne dépend pas de vous, sur lequel vous allez devoir faire un travail finalement de deuil, autrement dit d'acceptation. Et les stoïciens disent, je dis juste pour la parenthèse, l'acceptation n'est pas la résignation. C'est-à-dire, c'est pas baisser les bras et devenir cynique, hein. L'acceptation, c'est un travail. Comme dans la courbe du deuil ou les théories U ou d'autres théories un peu plus actuelles, on parle vraiment de, quand on parcourt cette courbe-là, à la fin, on parle vraiment de travail d'acceptation. Voilà. Et Mm. ça donne des personnes en face qui, à terme, nous disent, ah ben non, c'est pas abstrait, au contraire, ça nous permet soit de faire le ménage dans notre pensée collective, dans le management de l'intelligence collective, ou individuelle, dans les accompagnements individuels, dans les coachings, ou soit ça nous apporte, ou souvent les deux, ça nous apporte aussi une vraie bulle d'oxygène dans notre quotidien professionnel. Et souvent, les premiers clients que j'ai pu avoir me disaient, à la fin des missions, me disaient, ou même des premières séances, me disaient, mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on s'autorise à faire régulièrement. Donc, je le redis pour les entrepreneurs, prenez rendez-vous avec vous-même, si c'est pas toutes les semaines, vous le mettez dans l'agenda, c'est 2 heures, prenez 2 heures, au moins toutes les 2 semaines, où vous faites le point justement avec cette raison d'être qui est la vôtre, comment elle a évolué au gré des différentes expérimentations et des vécus que vous avez pu avoir, et prendre soin aussi, mais ça c'est encore une autre question, du dialogue et de la relation. Voilà. Et juste pour terminer sur ta question primordiale, donc est-ce qu'on a besoin d'aller relire? Nous, on propose, enfin quand je dis nous, c'est les philosophes praticiens aujourd'hui, qui font des vraies Mhm. passerelles entre les textes et les questionnements concrets qu'on peut se poser sur le terrain professionnel, qui soient existentiels ou qui soient parfois très très relationnels ou opérationnels. C'est tout simplement de créer des outils la plupart du temps visuels. Donc par exemple pour le sens, c'est Sénèque, encore un stoïcien, tiens, qui nous dit nul vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il navigue. Je le Mm. redis, nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il navigue, pour dire que cette question du sens, au moins de la direction qu'on fait prendre à sa barque entrepreneuriale ou sa barque professionnelle, elle est ô combien fondamentale, sinon on se laisse balloter par les vagues, parfois par la météo aussi. Et ça, par exemple, cette citation, qui se suffit à elle-même Mm. pour se donner déjà matière à réflexion sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait en termes de signification et de direction, on l'a transformée, nous, dans ce qu'on appelle une carte du sens. Et on a une carte en 8 dimensions, clés du sens, qui nous permettent de nous poser les bonnes questions pour se dire, bon, ok, mon horizon d'action, est-ce qu'il est clair? Est-ce que mes valeurs
d'action. Valeur qui vient du latin valere, qui veut dire être fort, qui a donné le terme valeureux. Mhm. Les valeurs, c'est ce qui nous guide aussi dans la tempête et ce qui nous aide à tenir. Est-ce que ces valeurs, les miennes en tant qu'entrepreneur ou dans ma vie professionnelle, est-ce qu'elles sont claires? Si elles sont claires, est-ce qu'elles sont suffisamment profondément ancrées dans ma pratique pour pas que ça reste des mots, mais que ce soit vraiment des pratiques, des vrais guides d'action, de principes d'action en l'occurrence? Est-ce que les moyens y sont? Est-ce que l'itinéraire avec les sous-objectifs y sont? On rebrosse vraiment les dimensions les plus génériques comme les plus concrètes de la manière de cheminer et d'avancer professionnellement. Pour donner vraiment un exemple de non, n'allez pas relire, et non, il y a des espaces aujourd'hui de traduction entre les textes et la pratique. Mhm. Excuse-moi, j'ai encore été longue dans ma réponse, Laurence. Non, mais c'est top parce que non, merci parce que euh, tu as pu finalement répondre à toutes les autres questions aussi que je m'étais préparée mentalement. Ouais. Donc non, c'est super. Donc du coup, si j'essaye alors c'est un essai, hein, on va pas synthétiser, mais en tout cas de focaliser sur des points qui me semblent hyper parlant et important pour des entrepreneurs que moi-même j'ai vécu, c'est finalement si je leur dis avec mes mots, il n'y a pas besoin, il n'y a pas forcément besoin de partir de la sagesse des autres pour, en tout cas pour mieux se connaître et donc se reconnecter à son pourquoi, sa raison d'être. Tu parlais de la petite voix tout à l'heure, chacun l'appelle comme il veut. Donc finalement, voilà, si vous n'êtes pas, chers auditeurs, si vous n'êtes pas du tout branchés philosophique, les cours au lycée ou autres vous ont saoulé, etc., en fait, Je vous en finalement, voudrais pas. voilà, la philosophie, j'entends que c'est plutôt une posture et un regard qu'on porte d'abord sur soi et sur ce qui nous entoure et comment on relie les deux. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de compétences particulières, si ce n'est l'écoute et l'introspection, comme tu disais, la capacité d'introspection, et de prendre rendez-vous avec soi. J'allais te demander à quel moment c'est le plus pertinent de faire ce pas de côté, et tu l'as déjà dit, c'est voilà, quand y a blocage, mais aussi très régulièrement comme une espèce j'ai pas le mot, d'hygiène, euh, plus que mental, parce que là, on ne parle pas de mental, on parle de quelque chose de plus profond, on parle de sagesse, donc une hygiène intérieure pour et prendre les bonnes décisions et débloquer des choses, parce que souvent, on va aller acheter plein de trucs, des bouquins, des formations, plein de choses à l'extérieur, pour s'apercevoir que, ah, mais en fait, ce qu'il dit, ma petite voix, elle le savait déjà, c'est juste que je ne l'ai pas écouté. Donc, il y a des professionnels comme toi et moi, alors même si je ne suis pas sur le créneau philosophique, quoique, on parle de raison d'être avec moi, on parle de pourquoi, on n'est pas si loin que ça et c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, en tout cas, d'être dans ce dialogue-là. Et j'avais envie juste de rebondir, d'aller un petit peu plus loin. Tu sais, euh, alors je fais un lien avec quand on est dans le stress, quand on a trop de charge mentale et que vraiment on a l'impression d'être toujours euh, tiré vers l'extérieur de soi. On parle, le réflexe aujourd'hui dans notre culture qui est plus répandu, on parle de méditation. Voilà, ça peut être bien de faire de la méditation, ça peut être bien de faire de la relaxation, etc. Et il y a des personnes dont moi je fais partie, malgré des cours de yoga depuis de nombreuses années, malgré des applis téléchargées sur la méditation, etc. Malheureusement, j'ai jamais réussi par cette porte-là. Et peut-être que les auditeurs vont s'y retrouver aussi. Par contre, j'avais envie d'avoir ton regard là-dessus. Moi, ce qui m'aide vachement, c'est la contemplation, tu vois, c'est de me poser. Je suis dans un environnement verdoyant, là, je suis au milieu des arbres, à côté d'une forêt. Même en milieu urbain, il y a de très belles choses à regarder. Et je me suis aperçue que j'avais écouté une émission d'un podcast de France Inter cet été sur la philosophie aussi. Et j'ai découvert la phénoménologie. Je ne savais pas que ça existait et que ça avait un nom. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais en fait, quand je contemple les choses qui se produisent, pas seulement inertes, mais pas seulement un paysage, mais aussi, tiens,
quand on observe des fourmis à l'action, bref, tout notre environnement, quand on l'observe, eh ben, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec, bah, tiens, la manière dont une plante pousse, l'image de l'arbre, toutes ces images qu'on a dans l'inconscient collectif, bah, finalement, elles viennent de cette réalité, de ce terrain. Et j'ai l'impression que ce que tu nous partages comme cheminement ou comme regard autour de qu'est-ce qu'apporte la philosophie quand on est entrepreneur, peut-être qu'une porte d'entrée plus facile pour les... je dis plus facile, hein, mais une porte d'entrée en tout cas possible, ça peut être ça, c'est de partir de ce qui nous entoure et de voir l'écho que ça fait en nous et de voir et de voir quelle sagesse on peut en tirer. Qu'est-ce que tu en penses? Mmh. Ça résonne complètement. Ça résonne complètement et je trouve hyper complémentaire ce que tu viens de partager par rapport à ce fait de prendre soin de son intériorité, se reconnecter à son intuition. Parfois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Voilà, on peut ne pas avoir cette personnalité, qui est propice à vraiment se poser, fermer les yeux et essayer de se connecter à cette petite voix intérieure qui est déjà en train de bouillonner. Du coup, se poser, avec un environnement, comment dire? Qui va nous être inspirant. On parlait de relationnel, d'entourage. Alors je parlais d'entourage humain tout à l'heure, mais ça peut aussi être de l'entourage non humain, surtout de l'entourage écologique. On reprend conscience aujourd'hui de ô combien a-t-on besoin de l'environnement, de l'environnement esthétique, pour ainsi dire, et de la beauté en tout cas de ce qui nous entoure. Donc ça, prendre soin de ces moments-là avec une reconnexion avec comme tu dis, la contemplation, j'aime beaucoup ce mot, c'est quelque chose que je trouve aussi essentiel. C'est là où la plupart du temps, on a les meilleures idées. Vous regardez n'importe quel film sur un scientifique de génie, vous les écoutez parler, la plupart du temps, les grandes idées, elles viennent pas forcément ou pas toujours de grands calculs ou à coup de grosses transpirations, quoique il y a aussi il y a du travail derrière tout ça, mais la plupart du temps, la première impulsion, elle vient de rêves parfois, donc d'images. Parfois même tu vois, de liens incongrus, justement, quand on relâche le mental, encore une fois, et qu'on laisse vivre un peu la conscience à ce qui nous entoure. Et ça, c'est le cœur de la phénoménologie, comme tu disais. Il faut laisser vivre et prendre soin de son vécu de conscience tel qu'il évolue. Alors que le mental, il cherche à le maîtriser, il cherche à le manipuler, mais ça, c'est encore une fois quelque chose de très occidental, hein. La manipulation de notre conscience par le mental, comme la manipulation, la maîtrise de notre environnement. Aujourd'hui, je pense l'enseignement fondamental, et la philosophie apporte des éclairages, mais là, la philosophie reste très humble aussi à côté d'autres pratiques méditation, contemplation, yoga, tout ce que tu pouvais redire et d'autres pratiques encore. Les arts aussi, on parlait de musique tout à l'heure, qui nous anime aussi tous les deux, la pratique musicale. Ça, c'est des choses, moi, je fais une fois par semaine, j'ai mon shot de pratique musicale, et c'est quelque chose qui me permet, et c'est ça, cet enseignement fondamental en tout cas, à travers les différents outils et les enjeux que je peux avoir avec mes managers et mes dirigeants, notamment, les équipes aussi, que j'amène, c'est aujourd'hui apprendre, comment je pourrais le dire? Se lâcher prise d'une certaine manière. La phénoménologie, c'est ça, c'est être conscient, mais comme un observateur bienveillant d'une certaine manière, de ce qui se passe en nous. Et là, il y a plein de liens qui se font. Il y a souvent des personnes qui me disent: ah, moi, j'ai pas de posture créatrice, je suis pas très inspiré, pour ainsi dire. Je leur dis: c'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire de don, c'est tout simplement une histoire de posture, une histoire de finalement, dans quelle configuration je me mets. Est-ce que je suis tout le temps dans la maîtrise, dans le mental, où je ne me laisse pas finalement vivre intérieurement, ou est-ce que au contraire je me laisse des espaces? Ça peut être ça, un rendez-vous avec vous-même, hein, c'est pas forcément s'asseoir et fermer les yeux, mais c'est parfois c'est faire des dessins, de dessiner qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous réfléchissez encore une fois à votre pourquoi entrepreneurial, à votre raison d'être, à la manière dont elle évolue, à votre entourage entrepreneurial, à ce que vous êtes en train de vivre dans la configuration de ce qui dépend de vous, de ce qui ne dépend pas de vous. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être une balade en forêt. Nietzsche, on a un philosophe, il avait une grosse moustache, hein, souvent on le reconnaît à ça, Nietzsche. Nietzsche, c'était un Allemand, il vivait au 19e siècle dans une Allemagne qui était très religieuse, très protestante, et lui, il a osé dire: Dieu est mort.
dans une Allemagne très croyante, en l'occurrence. Donc, vous voyez, encore une fois, les philosophes peuvent être aussi à leur époque très résistants, très résistants et comment dire, en résistance avec les idées de leur époque. Et Nietzsche, c'est le philosophe qui, alors pas le premier, mais c'est un des grands thématisateurs modernes, beaucoup s'en inspirent, parfois à tort et à travers aussi, de dire, en fait, il faut affirmer, plutôt que de se laisser guider par des valeurs extérieures, et tu l'avais bien reformulé tout à l'heure, il faut venir affirmer, encore une fois, ses propres valeurs. Et lui, Nietzsche, il disait, moi, mon inspiration, tout ce que j'écris, elle ne me vient pas assis, pardon, j'allais dire les fesses sur une chaise, en train d'écrire et de chercher l'inspiration, bref, dans mes lectures. Mais encore une fois, moi, c'est en marchant. Lui, il Mm. marche et c'est son truc. Faut que vous trouviez votre propre truc, votre rendez-vous avec vous-même. Ça peut être tout simplement prendre un café, ça peut être, même sans se donner vraiment comment dire, une intention méditative au sens très très fort du terme. Mais bref, tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter avec quelque chose de plus profond en vous. Souvent, j'ai l'image aussi, quand on parle de barque, tout à l'heure, on parlait de se laisser guider ou pas par le vent, par les flots. Il y a vraiment cette idée que, mais tu l'as super bien reformulé, Laurence, du coup là, je vais faire de la redite, je suis désolé, mais je reprends l'image de l'océan, quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, c'est ô combien important, surtout les moments où ça va bien, plus encore que les moments où on rencontre les obstacles, de en fait oser se laisser un peu couler à l'intérieur de soi-même, parce que l'environnement profond d'un océan, il est toujours en paix, il est toujours paisible, pardon. Aussi, comment dire, violente puisse être la tempête en surface, c'est ces moments-là, au contraire, on va se dire, tiens, on va se laisser un peu poser, reposer, décanter à l'intérieur de nous-mêmes, parce que là, vraiment, on a. Alors, après, il faut en faire l'expérience pour le croire, hein. C'est l'expérience, comme tu l'as très bien dit, de la phénoménologie, en l'occurrence, qui est un courant de philosophie, mais qui a eu plein de répercussions aussi en psychologie. C'est cette confiance, ce lâcher-prise qu'on va avoir vis-à-vis de soi-même, en restant convaincu que les bonnes réponses, avant de les avoir en effet dans des bouquins et d'investir 200 euros dans plein de lectures, commencez par vous-même. Parce que la plupart du temps, vous allez en effet, comme Laurence, tu l'as encore une fois très bien redit, que ces lectures que vous allez avoir, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas tant vous apprendre, je dis dans 80% des cas, hein, elles vont pas tant vous apprendre des choses nouvelles, qu'elles vont vous légitimer ou vous donner confiance, vous donner un ancrage un peu extérieur ou objectif, ou différent en tout cas, sur des intuitions, sur des choses que vous aviez déjà en vous et que vous vous disiez déjà. Donc gagnez du temps, gagnez de l'énergie et faites-vous confiance à vous. Aujourd'hui, la philosophie pratique, je pense, et c'est en ça que pour moi, elle rejoint la psychologie. Alors après, tous les philosophes praticiens ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis là. Et c'est ça qui est passionnant aussi, hein, c'est d'avoir différentes visions de la pratique philosophique, en l'occurrence en entreprise ou dans d'autres contextes, avec les enfants, etc. C'est vraiment cette question, moi, qui m'est chère, en tout cas, du prendre soin aujourd'hui. Et pas du prendre soin, pas du faire des soins, plutôt au sens médical du terme, au sens technique, mais prendre soin au sens de s'écouter, être écouté, se comprendre, être compris. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le dialogue, la nécessité d'un vrai dialogue profond dans les organisations aujourd'hui, parce qu'il y a tellement à gagner humainement dans les organisations, dans notre vie professionnelle, à faire ça à titre individuel et bien sûr à titre interpersonnel et institutionnel. Mais il y a du travail. Il y a encore du Il y a du travail, beaucoup mais de je trouve que ça vaut le coup. Enfin, c'est pas tant que je trouve, c'est que je peux témoigner que ça vaut le coup parce que l'impact qu'on peut avoir autour de soi et sur soi est d'autant plus important quand on fait ce travail-là et comme tu disais, même quand tout va bien, etc. Parce que j'allais te demander justement quelle preuve on peut avoir pour les plus sceptiques que ça vaut le coup de prendre ce temps pour soi, de prendre soin, alors qu'on nous pousse à la performance, on nous pousse aux résultats, aux chiffres. Voilà, dès qu'on devient entrepreneur, on découvre tout un vocabulaire et de marketing et de croissance et tout ça. Et là, on parle depuis 3/4 d'heure du fait, non, en fait, faire un pas de côté, descendre au fond, voir ce qui se passe. Et forcément, j'entends déjà, ouais, mais c'est quoi la preuve? Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter ou voilà, en tout cas, montrer que concrètement, ça vaut le coup de faire ce pas de côté, d'avoir ce regard et concrètement, comment ça se manifeste dans son entreprise? Ça apporte deux choses.
de mon point de vue, de l'expérience en tout cas. Alors là, je vais me baser sur les retours d'expérience que me verbalisent du coup les clients et les interlocuteurs que je peux avoir. Ça apporte deux choses. De un, ça apporte une chose dont on a ô combien besoin dans nos contextes d'urgence aujourd'hui et qu'on recherche d'ailleurs. Je vois beaucoup de webinaires, de séminaires qui sont proposés autour de cette question-là, notamment par le biais managérial. Ça rapporte de la confiance et de la sérénité. Et ça, on en a ô combien besoin aujourd'hui. Deuxième chose que ça apporte, cette sérénité nous apporte l'occasion d'y voir plus clair. Autrement dit, deuxième facteur, hein, de la clarification de sa vision opérationnelle, de sa vision relationnelle, encore une fois, de sa raison d'être. Bref, ce pas de côté que vous allez faire pour les plus sceptiques, alors ça peut être un pas de côté qui se fait de manière parfois très, très, très courte, hein, ça peut être 10-15 minutes, le temps de poser une question qui nous taraude et dont on n'a pas le temps de prendre soin parce qu'on est justement la tête dans le guidon, mais on sait que c'est une question qui va nous coûter à moyen ou long terme. On a même des termes et des outils qui permettent de prendre soin justement de ce qu'on ne voit pas forcément. Le court terme nous aveugle, l'urgence nous aveugle, souvent je distingue l'urgence de l'importance. L'urgence nous aveugle sur ce qui est important, en tout cas si on est bloqué dans l'urgence. Et c'est pour ça que pour les plus sceptiques, les managers qui par exemple ont le moins le temps de faire ce pas de côté, je leur disais, il est d'autant plus important de faire ce pas de côté parce que ça va être ce premier pas. Vous allez générer de la sérénité pour vous, donc ça va forcément se répercuter sur vos équipes, peut-être sur vos bénéficiaires aussi à terme, sur vos N+1 dans le dialogue, même si tout n'est pas réglé, hein, encore une fois, et surtout ça va générer de la clarté. Vous allez ressortir de ces moments-là avec beaucoup plus d'idées, des idées beaucoup plus puissantes. C'est une promesse que je fais, hein, c'est une promesse. Hein. Vous pouvez m'écrire si ça ne vous arrive pas. En tout cas, dans les 3 premières méditations que vous faites, peut-être que Laurence, tu pourras donner mon contact. En tout cas, si vous souhaitez aussi avoir des outils très concrets autour de certaines thématiques, avec grand plaisir du coup pour les diffuser aussi. Bref, cette clarté va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que aujourd'hui, l'or invisible, moi ce que j'appelle l'or métaphysique dans les entreprises, dans la vie professionnelle, c'est le temps. C'est le temps. Et prendre un peu de temps pour en gagner beaucoup ensuite, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Alors, malheureusement, mon discours est impuissant dans le sens où tant qu'on ne l'expérimente pas, ou qu'on n'est pas convaincu de ça parce qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est quelque chose qui reste abstrait. Donc, encore une fois, en praticien, je vous dis, essayez de l'expérimenter et ensuite, on en reparle ensemble. Mais en tout cas, tous les dirigeants, les managers qui n'avaient pas le temps et qui ont réaménagé un tout petit peu leurs priorités pour sortir un peu de l'urgence. Souvent, je fais un layer cake. L'important, c'est la première couche du gâteau. Et les différents niveaux d'urgence, c'est les couches supérieures. Sauf que plus on monte dans les couches d'urgence, donc moins on a le temps de prendre soin de la première couche du gâteau, l'importance. Et surtout, en haut du gâteau, il y a la bougie, et pas la bougie très très cool pour le coup, c'est la bougie du burn-out. Donc il y a un moment donné où on repriorise, on force un peu à reprioriser l'emploi du temps, le planning, très concrètement, ne serait-ce que 2 heures. Moi, je commence souvent 2 heures toutes les 6 semaines, tu vois, où on fait le point à 2 avec le dirigeant ou avec le manager ou le membre de l'équipe, etc. Et c'est un temps, souvent, la personne me dit de un, en fait, ça fait du bien. J'avais pas trop envie de venir, j'avais pas trop envie de le faire sur le moment. Je me suis dit, putain, j'ai tellement d'urgence, mais bon, j'ai osé mettre de côté. J'ai osé faire ce pas de côté avec toi ou avec vous, hein, et en fait, ça fait déjà du bien. Déjà, ça me sérénise, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair, de faire le ménage. J'en parlais tout à l'heure, de m'oxygéner, de faire le ménage. Et surtout, ça m'a donné des idées par le dialogue qu'on a eu pour la suite. Donc, je dis toujours, le pas de côté, c'est un moment. C'est un moment aussi petit soit-il, c'est un moment où vous allez prendre non plus soin de l'urgence, mais de l'important. Et c'est un moment qui doit être en dialogue avec le quotidien où on a la tête dans le guidon. Nous, les philosophes, ne croyez pas qu'on est toujours, enfin je dis les philosophes dans nos métiers en tout cas, qu'on est toujours en mode grosse prise de recul, à tout remettre en question. On n'est pas du tout comme ça, bien loin. Alors ça, pour le coup, c'est un préjugé que j'adore déconstruire, parce que nous, on a aussi ces moments où on est au cœur de la vie. Il y a un moment pour tout. Ça, il y a un philosophe qui en parle très bien, Paul Ricoeur. Je dis son nom parce qu'il était président de l'université de Nanterre sur le début du mouvement social de mai 68, donc pour vous dire qu'il était aussi au cœur des enjeux de son époque. Et Paul Ricoeur, il dit, il y a un temps pour agir. C'est ce qu'il appelle le temps de la morale, c'est-à-dire là, on a des codes moraux qui nous font agir d'une certaine manière. Là, on ne va pas se poser de questions, on va agir. Mais pour que l'action ne devienne pas absurde, ne devienne pas bête, ne devienne pas maladroite, voire malveillante, désajustée par rapport à un contexte qui est en constante évolution, Paul Ricoeur nous dit on a besoin d'avoir des micro-temps, de ce que lui appelle des temps non plus de morale, mais des temps d'éthique. C'est des temps où on va
s'interroger sur nos modalités d'action, soit individuelles, soit collectives. C'est ça que j'appelle, moi, prendre rendez-vous avec vous-même, prendre soin de votre intériorité. C'est des moments où vous allez faire un tout petit pas de côté en questionnement, mais non pas pour vous questionner éternellement et tomber dans des doutes qui vont pas vous faire sortir de la toile d'araignée de la réflexion, parce qu'il y en a qui tombent là-dedans aussi, hein, et c'est une vraie réalité, surtout je voyais beaucoup de mes confrères philosophes, malheureusement, dans mon cursus d'études, qui partaient un peu dans des méandres. Bref. Et ça, je fais une petite aparté pour les entrepreneurs qui seraient tentés de faire ça ou qui se détectent en train de faire ça. Ça peut s'appeler aussi de la procrastination. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, il y a plusieurs facteurs derrière ça. Tu as tout à fait raison de le préciser. Mais bref, ces petits temps de questionnement, de clarification de votre pensée entrepreneuriale, de votre manière d'agir. Alors moi, je préconise, parce que ça déploie la puissance de ce que vous pouvez faire avec une accompagnatrice ou un accompagnateur extérieur, ne serait-ce que parce qu'il a les compétences humaines pour vous accompagner, mais surtout que ça fait toujours du bien d'avoir une voix extérieure à la vôtre qui va vous donner d'autres perspectives auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. C'est quelque chose qui doit être un micro-temps, qui ne doit pas du tout empiéter sur votre quotidien professionnel. L'objectif, encore une fois, quand on parle de dialogue, le dialogue se fait au moins à deux. Donc, c'est un aller-retour entre deux dynamiques différentes. Et ça, c'est vraiment dans les entreprises dans lesquelles on a réussi à le mettre en œuvre, et parfois des entreprises très, très, très récalcitrantes en termes de management ou en termes de stratégie. C'est des entreprises qui sont entrées dans un cercle vertueux en termes de prendre soin du facteur humain qui ne le regrette pas aujourd'hui, quoi. Donc, tout ce que je peux vous dire, les plus sceptiques, c'est oser. Quand on est sceptique, en général, on aime bien expérimenter pour je ne crois que ce que je vois, comme dirait l'autre. Expérimentez-le. Et expérimentez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous promets que ça a une valeur ajoutée très, très forte. Je trouve que ça fait une magnifique conclusion, invitation. On ne reste pas dans la théorie, tu nous invites tout de suite à passer à la pratique et je trouve ça génial. Je pense qu'on pourrait encore passer des heures à échanger là-dessus. Pourquoi pas pour un prochain thème, un prochain épisode. Merci beaucoup Tristan pour cet éclairage et tout ce que tu as apporté dans cet épisode. Je mettrai les ressources que tu souhaites partager en description de l'épisode du podcast. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'était un chouette moment. Voilà, mais c'est même plus du plaisir, toute la joie était vraiment pour moi. Merci pour ce partage Laurence et pour tous nos échanges. Et nos échanges à venir, j'espère aussi. Super, à bientôt. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.